Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je viens d'écrire un article sur le taureau, visité par Uranus, c'est toujours d'actualité. Vous pourrez le trouver sur mon site, dans l'onglet articles, vous vous en doutez évidemment. Je voudrais aujourd'hui le compléter en évoquant un natif du taureau, dont la vie et l'œuvre sont vraiment caractéristiques de ce signe, vécu au plus haut. Cet homme, c'est Teilhard de Chardin, dont le thème était très marqué par le taureau, mais aussi par Uranus. On le verra tout à l'heure en regardant son thème. Teilhard de Chardin était anthropologue et jésuite, et il a passé sa vie à réfléchir sur la matière et sur l'essence de la matière, sujet qui me paraît d'actualité à l'heure où le transhumanisme pointe plus que le bout de son nez, ce qui me paraît quand même relativement inquiétant. J'en profite aussi pour vous faire une annonce, à savoir que mon premier livre va bientôt paraître. Si tout va bien, ça devrait pouvoir se faire au mois de juin. Et son sujet, ça sera l'exploration du mythe d'Orion en lien avec le Scorpion, signe opposé et complémentaire du taureau dont je vous parle aujourd'hui. Et le deuxième tome, lui, sera consacré au taureau, toujours en lien avec le mythe d'Orion, et normalement, il devrait paraître quelques mois plus tard. Son titre, c'est « À l'écoute de nos profondeurs ». Si jamais vous y intéressez, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous avertirai de sa publication si vous me laissez vos coordonnées. Donc, il suffit de m'envoyer un mail précisant que vous avez envie que je vous avertisse de la publication de mon livre. Venons-en maintenant au taureau. L'idée ici étant de nous concentrer plus particulièrement sur son aspect le plus élevé, à savoir celui de la spiritualisation de la matière. Le taureau blanc que Neptune a fait surgir de l'océan pour Minos, c'est une très belle image de ce côté spirituel du taureau. Cette idée, elle est développée dans une autre vidéo que vous pouvez trouver sur mon site, qui s'appelle « Quand le ciel étoilé rencontre le Minotaure ». La blancheur de ce beau taureau évoque évidemment tout le côté positif et lumineux de ce signe, sa pureté, une virginité ouverte à tous les possibles, une réceptivité à de nouveaux espaces de lumière. Et la puissance de cet animal traduit la solidité, la stabilité, la force créatrice, la fécondité qu'on trouve dans le taureau. Être plutôt qu'avoir. Voilà l'enseignement qui découle de la vision de Pierre Teilhard de Chardin. Il nous enseigne que le taureau coupé des dieux n'est que matérialisme stérile, avidité, insensé, lourdeur, immobilisme, fixité, j'en passe, pulsions inconscientes, sensualité débridée. Sacrifier cette lourdeur permet d'accéder à la véritable beauté de la matière plutôt qu'à sa possession. C'est ce qu'a compris et vécu Pierre Teilhard de Chardin. C'était donc, je vous l'ai dit, un éminent jésuite, mais c'était aussi un paléontologue et un géologue. Et il a mis au point une théorie très intéressante sur l'évolution de l'humanité vers une spiritualisation progressive de la matière. Édith de la Héronnière, qui est sa biographe, écrit « Il a passé sa vie à exhumer les fossiles enfouis dans les sous-sols de l'univers et à mettre à jour la présence du divin dans la matière. » Vous trouverez cette phrase dans Pierre Teilhard de Chardin, Une mystique de la traversée, un livre donc d'Édith de la Héronnière, publié chez Albin Michel. L'Église, vous vous en doutez, n'était pas trop d'accord avec ce qu'il racontait et elle l'a donc fait taire, elle l'a littéralement frappé de silence et elle s'est évertuée pendant toute sa vie à le maintenir dans l'ombre. Elle l'a empêché de parler en public et de publier, et de manière assez paradoxale,
en particulier sur les questions religieuses, alors que ça aurait dû l'intéresser, l'Église. C'est quand même un comble, puisqu'il était prêtre. Mais il a continué à écrire et il n'a plus parlé qu'en privé pour pouvoir préserver sa liberté de penser et poursuivre en solitaire son aventure spirituelle qui était le cœur de sa vie. C'était un natif du Taureau et il constitue à ce titre un exemple particulièrement riche sur ce signe. On va commencer par regarder son ciel de naissance et vous voyez que dans le signe du Taureau, il y a tout un amas très important par le nombre de planètes qui le composent, d'autant si on y inclut Chiron, qui a un statut un peu particulier, qui n'est pas vraiment une planète, qui est un peu entre comète et astéroïde plutôt que planète. Si en plus on tient compte de Mercure, qui est le maître d'ascendant des Gémeaux, alors Mercure est situé en Bélier, mais comme il est conjoint à des planètes en Taureau, auxquelles il s'identifie, il est donc coloré par ces planètes en Taureau et particulièrement par Pluton, qui est la planète la plus lente, et c'est toujours la planète la plus lente qui colore un amas, et donc ce Pluton en Taureau va donner sa couleur qu'il a lui-même en étant en Taureau, c'est-à-dire qu'il va donner une couleur Taureau à ce Mercure. Donc cet amas qui est composé de Pluton, Chiron, Vénus qui est en domicile en Taureau, Neptune, le Soleil, Jupiter, Saturne, et le maître d'ascendant, Mercure, qui est en Bélier. Cet amas donc donne le ton et il résonne très très fortement de l'énergie du Taureau bien sûr, mais aussi de celle de Pluton et donc des valeurs du Scorpion, puisqu'il colore l'amas. Bien sûr, cette énergie est en grande partie intériorisée, puisqu'elle concerne essentiellement au niveau des maisons, la maison 12, qui est une maison d'épreuve, d'enfermement, d'exil, et bien sûr l'interdiction de publier son œuvre religieuse, tout comme l'exil en Chine que va lui imposer l'Église, relève de la symbolique de cette maison 12. Alors, qui était Pierre Teilhard de Chardin à part ça? Eh bien, dès sa plus tendre enfance, il a vécu une espèce de plongée dans les sens du Taureau. Une plongée qui est vraiment toujours très importante pour les natifs du Taureau, ou ceux qui sont marqués par le Taureau. C'est vraiment important de se relier à ses sens, parce que c'est le chemin de la sublimation, même si ça peut aussi être un chemin de perte sur un certain plan, mais dans le côté le plus positif, c'est vraiment ça qui va amener à des perceptions très fines. Le père de Pierre Teilhard de Chardin lui a communiqué très tôt son amour de la nature et il lui a appris tout petit les plantes, les insectes, les oiseaux, les pierres, les fossiles. Déjà écrit la biographe, il cueille, il gratte, il scrute à la recherche des minéraux et des végétaux enfouis dans la glèbe. Ce goût de fouiller le sol persistera toute sa vie et il n'aimera rien tant que le terrain. Les sens, les sensations vont être extrêmes chez lui au point qu'il dira « Tout ce que j'écrirai jamais ne sera qu'une faible partie de ce que je sens. » Et jamais il ne se départit de cette avidité envers le monde, qui est chez lui une forme d'amour de la vie, qui est là aussi vraiment caractéristique du Taureau. Donc on est avec cette appétence pour la sensualité et la vie en plein royaume de Taureau. Il raconte dans un livre qui s'appelle « Le cœur de la matière », il raconte son enfance et ses débuts dans la relation qu'il a avec cette matière. Il écrit « Je n'avais certainement pas plus de 6 ou 7 ans lorsque je commençais à me sentir attiré par la matière, ou plus exactement par quelque chose qui luisait au cœur de la matière. Secrètement et sans mot dire, je me retirais dans la contemplation, dans la possession,
dans l'existence savourée de mon Dieu de fer. Le fer, je dis bien, et je vois même encore, avec une acuité singulière, la série de mes idoles. À la campagne, une clé de charrue que je dissimulais soigneusement dans un coin de la cour. En ville, la tête hexagonale d'une colonnette de renfort métallique émergente au niveau du plancher de la nurserie et dont j'avais fait ma propriété. Plus tard, divers éclats d'obus récoltés avec amour sur un champ de tir voisin. Alors c'est très intéressant, mais s'il se met à proprement adorer, comme il dit, tel un veau d'or, un simple morceau de métal, qu'il voulait épais, massif, le plus possible, c'est que dans sa quête enfantine d'un absolu, déjà, de l'inaltérable, du sens de la plénitude, c'est lui qui le dit, en fait, le fer lui paraissait quelque chose qui était assez dur, le plus lourd, plus tenace, plus plein, plus durable que rien d'autre au monde. La consistance, écrit-il avec un C majuscule, telle a indubitablement été pour moi l'attribut fondamental de l'être. Arrêté prématurément et stérilement dans sa croissance, c'est, je suppose, cette appréhension initiale de l'absolu sous forme de tangible qui donne, par nanisme, l'avare ou le collectionneur. Dans mon cas, le germe devait providentiellement grandir. Là aussi, on a une description vraiment excellente du signe du Taureau dans cette quête de consistance, si possible massive, de solidité, de durabilité, mais surtout de plénitude. Et puis, dans un sens un petit peu moins lumineux, il y a le besoin de s'approprier, de posséder, de collectionner. Alors, la collection, ça peut parfois être une forme sublimative de la tendance possessive. Il a aussi, Teilhard de Chardin, la conscience des dérapages possibles vers l'avarice, processus que Honoré de Balzac, autre natif du Taureau, a super bien décrit dans la comédie humaine. On peut noter quand même que déjà tout petit, dès le plus jeune âge, la vraie quête de Teilhard se situait déjà dans l'essence de la matière. Dans ce que, dans sa naïveté enfantine, il pensait qu'elle pouvait avoir d'inaltérable, d'absolu. Donc c'est pas tout à fait la matière pour la matière, c'est la matière parce qu'à son avis, dans sa croyance, elle a quelque chose d'inaltérable. Alors imaginez le jour où il se rend compte, notre petit Pierre, que le fer non seulement se raye, mais qu'en plus il rouille, et donc qu'il est bel et bien corruptible. Grosse désillusion dans la prise de conscience de l'impermanence du métal. Pathétique désespoir d'enfant qu'il n'oublia pas, écrit-il. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il se rabat sur les pierres et il commence à collectionner des cristaux de quartz, des améthystes ou encore des fragments luisants de calcédoine qu'il ramasse dans son pays d'Auvergne. Toujours avec cette même idée, celle de capter l'essence de la matière. Et c'est d'ailleurs comme ça que va naître son attrait pour la géologie, et elle ne le quittera plus, cette géologie. Malgré un nouveau constat d'aisement d'enfant, la pierre, elle peut se casser, et donc, elle non plus n'est pas inaltérable. Il précise que cet attrait était lié à un insatiable besoin de maintenir le contact avec une sorte de racine universelle des êtres. En fait, et même au plus élevé de ma trajectoire spirituelle, je ne me serais jamais senti à l'aise que baigné dans un océan de matière. Ça aussi, c'est une parole de Taureau. Et Édith de la Héronnière précise « La matière, la sainte matière est bien sa patrie, son champ d'action, le ferment de sa vaste pensée. » Mais la matière,
celle qui l'intéresse, c'est celle dans laquelle il imaginait enfant, je vous l'ai dit, que quelque chose luisait en son cœur, qui la rendait inaltérable. Et après, il va développer la conviction profonde qu'au-delà de sa fragilité, cette matière est en réalité spiritualisable. Comme il va penser, envers et contre son éducation religieuse et son Église, qu'il n'existe pas de différence de nature entre matière et esprit. Et il écrit « Matière et esprit, non point deux choses, mais deux états, deux faces d'une même étoffe cosmique. » Alors, comme il n'a pas trouvé l'absolu dans la matière en tant que telle, il va s'y enfoncer plus profondément, dans une immersion dans la chair du monde, dit-il, jusqu'à y découvrir Dieu en son cœur, c'est-à-dire dans ce qui s'accomplit en elle, dans une matière qui sert de support à l'esprit, ce qui est vraiment l'essence du taureau. Et il ne l'érige plus en tant qu'elle-même en un Dieu. Et dans toute son œuvre, il va alors s'attacher à démontrer l'extrême fécondité spirituelle de la matière, et il va prôner une mystique de la passion de vivre et de grandir, d'investir tout l'espace spirituel offert à l'humanité. « Baigne-toi dans la matière, fils de l'homme », écrit-il. « Plonge-toi en elle là où elle est plus violente et plus profonde. » Et là, vous voyez, encore une fois, la griffe de Pluton qui vient nourrir le taureau de toute sa profondeur, c'est-à-dire qu'il ne reste plus à la surface de la matière, mais qu'il va voir ce qu'elle contient en elle, et ce qu'elle contient en elle, selon lui, c'est l'esprit. Il écrit encore « Lutte dans son courant et bois son flot. C'est elle qui a bercé jadis son inconscience, c'est elle qui te portera jusqu'à Dieu. » À travers cette petite incursion dans la vie de Pierre Teilhard de Chardin, on peut comprendre l'essence même du taureau qui est précisément dans ce que le jésuite a lui-même nommé la quête de l'esprit à travers la matière, et il parlait même de christifier la matière. Et puis il évoque avec son amie Lucille Swann l'évolution de son parcours intérieur, et il écrit « La sombre pourpre de la matière universelle, se muant d'abord pour moi en l'or de l'esprit, puis en la blanche incandescence de la personnalité, puis finalement, et c'est la phase actuelle, en l'immatérielle, ou plutôt supramatérielle, ardeur d'amour. » On a là une description parfaite de la transmutation de l'axe taureau-scorpion vécu au plus haut. C'est-à-dire qu'au départ, on a l'attachement à l'objet, à la matière, on a un besoin viscéral de s'approprier les choses, de les posséder, on a besoin d'avidité matérialiste, et puis, par un cheminement analogue à celui de Pierre Teilhard de par une déception finalement, parce qu'on n'est pas heureux avec toute cette possessivité, eh bien on est amené au détachement à travers une forme de renoncement et de spiritualisation de la matière. Et cette spiritualisation de la matière va finalement mener à l'amour, qui bien sûr est caractéristique du taureau, puisque le taureau est régi par Vénus et la Lune, c'est-à-dire des planètes féminines d'amour, des planètes qui représentent le féminin de l'être, l'âme. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal, mais ce trajet qui mène à l'amour peut s'accomplir pour Teilhard, et même ne peut s'accomplir que à travers la consommation de l'univers. Une immersion totale dans la chair du monde, une spiritualité de l'incarnation. Cet amour, il appelle à l'élever, à le spiritualiser. Et il suggère, une fois de plus envers et contre l'Église, que l'amour a une autre fonction que la simple reproduction.
Là aussi, il cherche l'élévation des instincts basiques et passionnels du taureau et il part d'un constat qui est que les besoins de la propagation humaine se restreignent progressivement et il suggère que l'amour n'est pas là que pour se reproduire, ce qui évidemment est une idée très avant-gardiste à son époque et qui surtout au sein de l'Église est même une idée scandaleuse. Et en fait, il propose un usage spirituel des sexes. Je le cite. Et il écrit « Entre l'homme et la femme, un pouvoir spécifique et mutuel de sensibilisation et de fécondation spirituelle sommeille vraisemblablement encore, qui demande à se dégager en irrésistible élan vers tout ce qui est beauté et vérité. » Certainement que son aspiration profonde se situait là aussi, dans ses amitiés passionnées avec plusieurs femmes, puisqu'il a eu plusieurs amitiés amoureuses. Alors, la relation avec ces femmes était toujours chaste, mais quand même toujours pleine d'amour. Et ces relations ont eu pour conséquence sa propre évolution. C'est-à-dire que l'amour permet l'évolution. C'est ça ce qu'il nous amène à comprendre. Parmi toutes ces femmes, il y en a eu une qui s'appelait donc Lucille Swann, je l'ai déjà évoquée, à qui il va confier en effet, quand il partagera avec elle son essai « Le cœur de la matière », que, je le cite, « Ces pages sont un effort pour exprimer une évolution intérieure profondément marquée par vous. » Autrement dit, cette évolution intérieure est marquée par une relation de fécondité avec cette femme sur le plan spirituel, grâce à l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre, et qui donc devient non pas juste fécondation corporelle dans la fabrication d'un enfant, ce qu'il s'est toujours refusé à faire, il s'est toujours refusé à une relation charnelle, mais cet amour peut être élevé au rang d'amour spirituel et donc d'évolution spirituelle. Et là, on est vraiment dans le cœur de la symbolique du signe du taureau, dans son essence même, de fécondité spirituelle, d'une fécondation de la matière par l'esprit du bélier qui la pénètre, qui la pétrit, qui la métamorphose, et qui finalement sublime et élève cette matière. Les images du taureau ailé, de Zeus esprit qui prend la forme d'un taureau pour féconder Europe, ou encore du taureau de Neptune qui sort des eaux dans une blancheur immaculée, eh bien, ces images traduisent merveilleusement bien cette spiritualisation de la matière, cette matière qui contient l'esprit en elle-même. Alors, vous en conviendrez, je pense, on est très loin du transhumanisme et de la robotisation en marche, qui sont censés nous augmenter, mais qui oublient l'essence spirituelle de notre monde. Et là encore, Teilhard de Chardin disait à l'une de ses amies, « La vraie menace pour l'homme n'est pas un refroidissement de la terre, mais un monde glacial, intérieurement impersonnel. Soyons donc vigilants à garder vivant l'esprit habitant la matière. » Et la période actuelle liée au Covid nous invite vraiment à développer une autre vision qu'une vision exclusivement matérialiste qui voudrait que nous résolvions tous les problèmes par des technologies et des puces implantées comme le propose Klaus Schwab. Pour avoir un petit peu plus d'infos, vous pouvez vous reporter à l'article que j'ai écrit donc, sur Uranus en taureau, homme augmenté ou homme relié. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce là sous la vidéo pour le dire, et puis si vous le voulez bien, mettez un commentaire, et puis vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Merci à vous pour votre écoute et votre attention, et à bientôt pour une prochaine vidéo.